Bonjour à tous déjà et merci d'être venus aussi nombreux aussi. Et je pense que si vous êtes là par une aussi belle journée, c'est que vous êtes tous conscients qu'on a beaucoup de chance de vivre dans un pays où nos politiciens n'ont pas d'ambition personnelle, qui veulent juste le bonheur des Français, nous empêcher de souffrir. Euh, qu'on ait un meilleur système de santé, rendre l'école plus performante, créer plein d'emplois. Voilà, alors on nous dit que les vaccins ont éradiqué toutes les maladies, qu'on vit de plus en plus vieux, que les OGM sont la panacée pour que le monde ne meure plus de faim. En fait, quand on vérifie, tout ce qu'ils nous disent, à peu près tout, est faux. Et, et donc on s'aperçoit que la réalité, c'est qu'il y a plus de 900 millions de personnes qui ont faim dans le monde, qu'il n'y a jamais eu autant que depuis qu'ils s'en occupent d'ailleurs. Parce qu'avant, les sociétés autochtones s'en sortaient plutôt mieux. Il n'y a jamais eu autant de morts que depuis qu'ils vont régler les problèmes dans les pays étrangers et chasser les vilains dictateurs. Euh, que les gens nés après 1938 ont une espérance de vie qui est beaucoup moins grande que qu'avant. Donc c'est pas vrai que la vie s'allonge. Les vaccins n'ont jamais éradiqué une maladie, contrairement à ce qu'ils nous disent. On assiste à une explosion de maladies chroniques. Je suis sûre que tous les gens qui sont ici, vous connaissez quelqu'un qui a eu un cancer ou un AVC ou une maladie auto-immune ou tout ce genre de trucs. En fait, jamais les humains n'ont été autant empoisonnés que maintenant. Euh, on est tous des mutants, cobayes de l'industrie chimico-pharmaceutique. Et depuis qu'ils ont complètement détruit l'ordre de la nature, on ne sait pas trop comment on va s'en sortir, quoi. Et d'ailleurs, les études prouvent que plus un pays est développé, plus justement les maladies chroniques sont importantes. En fait, ça suit la même courbe. Plus le niveau de vie est grand, plus les gens sont malades. Donc ça devrait les interpeller. Ça se passe pas vraiment comme ça en France. Il y a un enfant qui naît à 286 substances nocives dans le cordon ombilical. Donc c'est pas rien, déjà en naissant. Les écosystèmes sont tous saccagés. Les prétendus experts qui viennent nous vendre leur soupe, en fait, savent pas trop d'où ça vient et refusent tout dialogue avec nous. C'est-à-dire que c'est un pays maintenant où on n'a plus aucune liberté d'expression et où il n'y a plus de débat. C'est-à-dire on nous dit le dogme il est comme ça, et soit on suit le dogme, soit on est jeté. Euh, alors j'espère que je vais pas trop vous plomber parce que franchement, moi j'ai mis des mois à ingurgiter tout ce que j'ai appris, mais vous allez l'ingurgiter dans 2 heures ou 1 heure et demie. Donc je vous souhaite énormément de courage. Vous pouvez encore aller à la plage si vous préférez. C'est le moment parce qu'après... donc voilà, on s'aperçoit qu'on vit dans un pays où tout est à l'envers, c'est-à-dire l'éducation est faite pour nous empêcher de savoir, le système de santé est fait pour créer des maladies, l'intégration elle est faite pour créer la désunion, les médias sont là pour nous désinformer. Donc je sais que c'est énorme, mais quand j'ai écrit le complot contre la santé, je vous disais, j'ai eu un mal fou à digérer ce que j'apprenais. Déjà d'apprendre que le gouvernement, enfin les États ne sont pas protecteurs et qu'en fait ils sont capables de nous empoisonner pour le profit. C'était déjà énorme pour moi de voir comment ils nous traitaient, quoi. Et depuis, je suis en liaison avec beaucoup de lanceurs d'alerte un peu partout sur la planète. Et il y a de plus en plus de documents et de vidéos qui circulent où on voit que vraiment les élites, ce qu'on appelle les élites, mais en fait ceux qui mènent vraiment le monde, parce que c'est pas nos dirigeants qui mènent le monde, tout le monde le sait maintenant. euh, Ces gens-là n'ont pas des intentions vraiment bonnes à notre égard, quoi. C'est-à-dire que quand on met bout à bout toutes les choses qu'ils font et qui vont contre notre santé, contre notre bien-être, contre notre liberté d'expression, on est obligé de se dire que il y a autre chose, quoi. Il se passe autre chose dans ce monde. Alors, par contre, moi, je suis quelqu'un de très cartésien, donc j'ai mis vraiment 5 ans à accepter le fait c'était pas que pour le profit, c'était pas que pour l'argent. Il devait y avoir une autre motivation.
Et en fait, quand on voit tout ce qui nous fait du mal, on se dit et que c'est le même plan, on se dit que effectivement ces gens-là le disent, mais on veut pas les écouter. Mais il faudrait peut-être un jour les écouter. Ils ont vraiment des visées eugénistes, voire sataniques à notre égard, quoi. C'est John Lee Hooker qui était l'ancien patron du FBI qui disait l'individu est handicapé de se retrouver face à une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut pas croire qu'elle existe. C'est vrai, et vous allez voir au fur et à mesure du déroulement. Et en fait, il se cache même pas. C'est juste parce que on regarde pas les preuves, on écoute ce qu'on nous dit à la télé, mais on regarde pas vraiment ce qu'il y a derrière. Dès qu'on y va, ça fait très très mal. Par exemple, il y a des pierres qui s'appellent les Georgia Guidestones, qui ont été élevées aux États-Unis il y a quelques années. Ce 6 blocs de granit sur lequel il y a écrit en plusieurs langues, à peu près toutes les langues mondiales, pas en français, on ne sait pas pourquoi. Et ça a été financé, on ne sait pas trop par qui, par des montages bancaires, etc. Et il y a juste une stèle devant qui dit a été financée par la Société du Nouveau Monde. Donc quand on enquête, personne n'a pu retrouver qui était la Société du Nouveau Monde. Par contre, c'est vraiment 10 commandements qui sont vraiment dignes d'un régime dictatorial. C'est-à-dire il y a la limitation de l'humanité à 500 millions d'individus, l'unification du genre humain, et c'est un tribunal mondial. Il demande l'appel à un tribunal mondial. Enfin, que des trucs qui ne sont pas vraiment ce qu'on nous dit dans les médias normaux, quoi. Donc ça commence en naissant. En fait, tout se tient et est assez machiavélique. On nous dit que les vaccins vont nous préserver de tout. En fait, les vaccins affaiblissent notre système immunitaire. Parce qu'en même temps, on inocule 8 maladies ou 6 maladies, 6 valences de maladies à des enfants dont le système immunitaire n'est pas fini, et ça court-circuite la façon dont les vaccins sont faits, ça court-circuite complètement notre système immunitaire. C'est-à-dire, jamais dans la nature on a 8 vaccins, on a 8 maladies en même temps, ça ne marche pas. Si. Jamais on attrape 8 maladies en même temps et jamais notre corps a besoin de se défendre contre ça. Donc, en fait, quand on étudie bien la question, on se rend compte que, je suis désolée, c'est très perturbant. On se rend compte qu'à l'époque, il y avait Pasteur et Bécham. Pasteur disait qu'on était attaqué sans arrêt par des tonnes de bactéries, de virus, etc. et qu'il fallait absolument nous vacciner à tout va pour que le corps apprenne à se défendre. En fait, le corps humain a été très bien fait. On a un système immunitaire qui, normalement, nous défend contre les maladies qu'on attrape. Et on sait maintenant que c'est Bécham qui avait raison, qui lui disait le terrain, les bactéries, on s'en fout, les virus, on s'en fout, c'est le terrain qui est tout. Et le problème, c'est qu'on ne construit pas une tour de 100 étages avec des matériaux pourris. Donc nous, maintenant, on a accès en grande partie à une nourriture qui est irradiée, qui est complètement plombée, qui est empoisonnée. Donc notre corps ne reçoit pas les nutriments dont il a besoin pour que le système immunitaire fonctionne normalement. Donc le problème, il est là, quoi. D'autre part, en passant... Juste, c'est anecdotique. Il y a beaucoup de vaccins, on nous en parle pas maintenant, qui sont fabriqués selon la technique OGM, c'est-à-dire qu'on nous inocule un ADN étranger, alors que le système immunitaire est fait pour lutter contre les corps étrangers. Donc après, ils se demandent pourquoi il y a une explosion des maladies auto-immunes. Ça me paraît assez évident, hein. Et puis il y a plein d'autres choses, c'est-à-dire il y a des nanoparticules, il y a des tas de trucs qui ne sont pas spécialement bien pour nous, quoi. Il y a un livre qui vient de sortir qui a été fait par un pharmacien qui s'appelle Serge Rader et aussi Michel Rivasi qui est députée européenne et Marie-Odile Berthella-Geoffroy qui était la juge qui était en charge du procès contre l'hépatite B, etc. Et eux ont recensé 60 vaccins qui contiennent des nanoparticules. Donc voilà. Mais le plus inquiétant, à mon avis, en ce moment, c'est ce qui se passe dans le ciel. C'est-à-dire, je suis venue en voiture, là, parce que comme tout marche bien en France, en fait, j'avais un train à 10h14. Quand on est arrivé à la gare, on nous a dit « Ouais, mais on a changé les horaires, il est parti à 10h. »
Donc merci Sylvain de Avignon qui a été obligé de m'amener en voiture et c'était extraordinaire. C'est-à-dire tout le trajet, il y a des épandages sans arrêt, on voit les avions, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que les avions quadrillent le ciel. Donc voilà, mais par contre, on nous dit que ce sont des avions de ligne, qui se passe absolument rien d'anormal. C'est genre circuler, il n'y a rien à voir, c'est de la vapeur d'eau. Bon, ok. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, si vous regardez l'image de droite, c'est-à-dire avant, quand on regardait, enfin même maintenant, quand on regarde un avion normal, un avion de ligne, il y a derrière l'avion une petite traînée, et au fur et à mesure que l'avion avance, la traînée disparaît. Quand vous regardez ça, c'est ce qu'on appelle les contrails, pour condensation trail, traces de condensation. Ce qu'on voit maintenant, c'est pas du tout ça, c'est la traînée qui s'appelle chemtrail, for chemical trails, les traces chimiques. Ces traces-là, on peut absolument pas les confondre avec les autres parce que déjà elles ne se défont pas, c'est-à-dire elles suivent l'avion sur des kilomètres et elles ne disparaissent pas, elles se défont comme ça. Et vraiment, là, c'était l'exemple type aujourd'hui. C'est-à-dire on voyait un avion passer comme ça, la traînée se défaisait. Il y avait un avion qui passait au-dessus et la traînée, ils construisent en fait. Et au fur et à mesure que les avions passent, ça couvre le ciel d'un espèce de couvercle blanc. Et on n'a jamais vu, enfin moi j'ai un certain âge, j'ai jamais vu à l'époque où il n'y avait pas de chemtrail, j'ai jamais vu les vrais avions de ligne obscurcir le ciel quand ils étaient passés, quoi. Il y a aussi un espèce de va-et-vient, c'est-à-dire ils arrivent au bout de l'horizon, ils reviennent dans l'autre sens et ils quadrillent. Moi qui voyageais pas mal dans ma vie, même quand j'avais oublié quelque chose, j'ai jamais vu les avions revenir à l'aéroport. Donc on ne sait pas trop pourquoi ils font des va-et-vient. Aussi, les avions de ligne, en général, par exemple, si vous allez à Rome ou à Los Angeles, les avions décollent toujours à la même heure. C'est-à-dire, il y a des horaires d'hiver, d'été, il y a des horaires de week-end et de semaine, mais il n'y a jamais des jours où il y a des avions et des jours où il n'y a pas d'avions. C'est-à-dire, il y a le même trafic aérien tout le temps et il y en a un peu plus dans les périodes de grands... Et ben là, non. C'est-à-dire, il y a des jours avec avion et des jours sans avion, si on croit ce qu'ils nous disent. C'est sûr que c'est pas vrai. Il y a aussi... Allô. Voilà, ouais. En plus, si les traînées de condensation ne peuvent se former normalement qu'en dessous de moins 40 degrés, avec 70% d'humidité dans l'air, et depuis 2000, les avions de ligne ont l'obligation de voler au-dessus de 8000 mètres. Donc autant dire que les avions qui volent à 8000 mètres, vous les entendez pas et vous les voyez pas, à moins d'être à côté d'un aéroport et qui se posent. Donc qui sont ces avions avec des traînées bizarres que l'on peut voir? Normalement, on ne devrait pas pouvoir les voir. Le bon sens, c'est que malgré ce qu'ils nous disent, ce qu'on voit existe. C'est pas ce qu'on nous dit à la télé qui existe. Enfin, moi, je fais confiance à ce que je vois. Et j'habite dans les années 90, j'habitais en Californie et j'allais souvent chez les Indiens Navajo qui, eux, habitent... vous savez, c'est les grands monolithes rouges qu'on voit sur les pubs de voitures ou tout ça, où on a tourné plein de westerns. Ils habitent le territoire Navajo et à l'époque, les gens de la tribu me disaient souvent They spray us like cockroaches. Ils nous pulvérisent comme des cafards. Et je me disais, j'étais absolument pas au courant du problème, et je me demandais s'ils avaient pas un peu trop tiré sur le calumet, quoi. Et donc je m'en suis pas vraiment occupée. Mais il y avait déjà des journaux locaux et tout ça qui en parlaient. Il y avait justement un professeur qui s'appelle Leonard Coll, qui est un professeur de sciences politiques, et qui avait écrit un livre qui s'appelait Clouds of Secrecy, les nuages du secret. Et lui avait fait un communiqué devant le Sénat pour dire qu'ils avaient vu des épandages, qu'ils les voyaient régulièrement, qu'il avait fait analyser les résidus et que ces résidus contenaient des traces de cellules sanguines humaines. Donc ça aussi, c'était pire que les extraterrestres, quoi. C'était un truc
On disait que c'était vraiment bizarre. En fait, vous verrez après qu'il avait peut-être pas tort. Il y avait plein de trucs dans les journaux locaux comme ça. Il y avait au Canada, à Espagnola, dans l'Ontario, il y avait des résidents qui disaient justement qu'il y avait des passages d'avion et qu'après ils avaient mal à la tête, que des animaux étaient morts, qu'ils étaient très fatigués, qu'ils perdaient la mémoire. À Las Vegas, où, pour les gens qui connaissent Las Vegas, c'est plat comme ça pendant 500 kilomètres. Donc on a le temps de voir les avions arriver, repartir. Et des gens montraient à l'époque que ces avions avaient une trace normale. Quand ils arrivaient au-dessus de Vegas, ils avaient des traces chimiques. Et ensuite, dès qu'ils repartaient des zones habitées, la trace redevenait normale. Donc ça, c'est assez inquiétant parce que ça veut dire qu'ils visaient vraiment les populations. Mais à l'époque, il y avait eu un communiqué, une réponse d'un scientifique, d'un climatologue très connu qui avait dit, qui s'appelle Kenneth Sassen, et qui avait dit ces choses sont entre 30 000 et 40 000 pieds, et ce sont de minuscules particules qui peuvent pas affecter les humains, dont les gens affabulent. En fait, moi, j'ai juste retenu une chose, c'est que si elles sont à 30 ou 40 000 pieds, c'est déjà qu'elles existent. Sinon, il y a eu aussi à Columbus, dans l'Ohio, il y a eu une énorme enquête d'un journaliste qui s'appelait Bob Fritakis, qui justement a dit qu'il y avait un projet qui s'appelait les efforts top secrets du gouvernement pour contrôler Mère Nature. Et il expliquait tout ce qu'ils avaient vu comme épandage. Et aussi, il disait qu'il y avait une méthode de modification du climat. Il avait retrouvé un brevet et c'était du polymère qu'il mettait dans les nuages parce que le polymère absorbait l'humidité et ça faisait il pleuvait beaucoup moins. Donc voilà, il y avait plein de trucs comme ça et évidemment tous les officiels disaient mais c'est absolument pas vrai. À la limite, il fallait faire interner les gens, quoi, ça n'existait pas. Par contre, ces journalistes avaient dit que pour eux, la liste des choses qui s'épandaient étaient des substances cancérigènes des bactéries, du dibromure d'éthylène. Le dibromure d'éthylène, c'est un pesticide qui avait été interdit il y a 20 ans avant. Et comme par hasard, on ne sait pas pourquoi, maintenant il a été ajouté comme additif au carburant. C'est-à-dire qu'on ne peut plus le mettre sur les plantes parce que c'est extrêmement dangereux. Par contre, on nous le balance sur la tronche. Il faut croire que c'est assez bizarre. Il y a de l'oxyde d'aluminium, du stéarate de barium, du strontium. Et ce journaliste avait été en rapport avec quelqu'un qui travaillait à la base secrète de Wright-Patterson, une base de l'armée, qui lui avait dit qu'il y avait 2 projets en cours, déjà à cette époque. Un pour lutter contre le réchauffement climatique avec des épandages d'aluminium, et un en connexion avec le projet HARP, qui était des épandages de barium. Parce que le barium est conducteur d'ondes et que ça permet des images radar en 3D. Donc voilà, moi j'ai vécu tout ça sans trop comprendre ce que ça voulait dire. Quand j'ai commencé à m'intéresser au problème il y a 3 ans, je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, en fait, dans les écrits que je retrouvais, il y avait des témoignages de 14 pays de l'OTAN qui disaient que les chemtrails avaient commencé au moment où ils étaient entrés dans l'OTAN, dont un ministre croate qui avait fait un communiqué violent et qui avait dit que c'était au moment où la Croatie était entrée dans l'OTAN que les épandages avaient été énormes. Si on regarde bien, chez nous, depuis que Sarkozy nous a fait revenir dans l'OTAN, on peut dire que les épandages se sont aussi vachement accentués, quoi. Et puis, quand on regarde comment ça s'est passé dans les autres pays du monde, on s'aperçoit que dans tous les pays à la même époque, il y a eu des communiqués, il y a eu des enquêtes. En Suisse, il y a eu une enquête d'un monsieur qui s'appelait Sutter, qui avait fait White Skies. Il y a des communiqués au Mexique, en Australie, à Haïti, en Italie, en Grèce, enfin vraiment partout. Et les appareils incriminés sont toujours les mêmes, ce sont des avions militaires KC-135 et KC-10, et qui sont utilisés par la US Air Force, ou alors des jets blancs qui n'ont aucune inscription. Il y a éventuellement maintenant aussi des avions low cost, parce qu'il y a un site, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Flight Radar 24, où on peut regarder, quand vous avez des avions au-dessus de votre tête, vous pouvez regarder quel est l'avion, d'où il vient, à qui il appartient, etc. Des fois, c'est très drôle, parce qu'il y a 5 avions au-dessus de votre tête, il n'y a rien sur les radars aussi.
Donc voilà, il y a beaucoup de documents qui montrent que ça existe. J'en ai pris un au hasard. Alors, il y a un organisme qui s'appelle l'IPCC, qui s'appelle l'Intergovernmental Panel for Climate Control, c'est le pendant en France, c'est le GIEC. C'est eux qui organisent toutes les grands messes comme le COP 21, qui font tous les communiqués, qui nous filent la trouille avec la Terre qui se réchauffe soi-disant à tout va. Et en fait, eux, c'est très drôle parce que ils disent que ça n'existe pas, les épandages, mais dans le chapitre 4, 7 du tome 3, c'est bien précis, vous pouvez aller regarder, enfin, j'ai donné tous les liens et toutes les sources à la fin de mon livre. Il y a marqué: ces mesures sont consignées sous le terme géo-ingénierie, utilisées pour caractériser des manipulations délibérées de l'environnement de la Terre. Le concept inclut aussi la possibilité de piloter le système du climat de la Terre par une manipulation à grande échelle de la balance énergétique globale. C'est quand même assez clair. Donc tout est consigné dans leurs documents, mais en fait, ça n'existe pas. Voilà. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a du dioxyde d'aluminium dans les bacs à sable de nos enfants? Pourquoi les gens qui font des analyses sanguines, des fois, se retrouvent avec des taux de barium qui sont absolument incroyables? Pourquoi il y a des fils de polymère dans les champs où pèsent les vaches? Là, l'autre jour, j'étais à Nancy. Il y a un monsieur qui promenait son chien quelques jours avant, qui m'a amené un bocal comme ça de fils de polymère qu'il a trouvé sur les champs en se baladant. Il y a des endroits qui sont par exemple hyper protégés, même aux États-Unis, comme à Mount Shasta, etc., qui sont loin de je sais pas combien de kilomètres de zones industrielles et tout, et qui se retrouvent avec un taux d'aluminium qui est 63 000 fois la dose qui est soi-disant sans danger pour nous. Pourquoi il y a autant de maladies respiratoires? C'est-à-dire que les maladies respiratoires, le taux de mortalité de maladies respiratoires en 5 ans est passé de la 8e à la 3e place. C'est quand même inquiétant. Et puis il y a surtout, j'ai retrouvé des documents déclassifiés de l'armée américaine qui prouvent qu'en fait, quand j'étais chez les Navarros, etc., tout ce qu'ils disaient, ils n'étaient pas fous du tout, parce que ces documents déclassifiés donnent tous les détails des opérations qu'ils ont fait à cette époque-là. Ça a été déclassifié à la demande de journalistes de l'AFP en 2004 ou 2002, je ne sais plus. Et donc voilà, ces documents disent bien que pendant qu'ils traitaient les gens de conspirationnistes, en 50, ils ont épandu sur San Francisco pour voir à quel point une ville peut être affectée par une attaque biologique, et si c'est possible d'attaquer une ville portuaire avec des aérosols à partir d'un bateau. En 50, 51, 52, il y a eu l'histoire de Pont Saint-Esprit, dont vous avez probablement tous entendu parler maintenant. Donc c'était vrai, c'était la CIA. Il y a l'armée britannique qui a fait l'opération Cumulus, qui était une répétition pour changer la météo en temps de guerre. Ils ont tellement réussi leur coup qu'ils ont complètement dévasté une ville qui s'appelle Plymouth, où il y avait eu 34 morts à l'époque. En 53, il y a eu le St. John Programme, qui est une batterie de tests sur Winnipeg, sur Saint-Louis, sur Minneapolis, sur l'Ohio, le Texas, Michigan. Ils ont épandu des tonnes de mélanges de sulfure de cadmium et de zinc pour déterminer le pourcentage de la population à qui on allait pouvoir infliger un cancer en dessous. C'est des essais pour la guerre du Golfe, paraît-il. Enfin, c'est quand même incroyable de balancer des trucs sur une population juste pour voir ce que ça va faire, quoi. En 55, il y a eu des essais de la CIA au-dessus de Tampa Bay en Floride, avec des bactéries qui étaient issues d'un labo militaire d'armes biologiques, pour tester la capacité à infecter des humains avec les armes biologiques. Il y a eu d'autres expériences avec le gaz sarin, avec l'anthrax. Cuba a déposé plainte en 97 contre les États-Unis pour des épandages.
En Angleterre, il y a eu aussi un grand reportage dans le Guardian qui a révélé en 2002 un rapport du gouvernement vous pouvez aller voir tous ces documents, hein, je veux dire, qui confirmait que des essais avaient eu lieu de 1940 à 1979 pour évaluer la vulnérabilité du pays en cas d'attaque des Russes. Ça, c'est bien parce qu'en fait, on s'aperçoit que ils justifient tout ce qu'ils ont fait à ce moment-là parce qu'ils disent c'est pour protéger les populations parce que si un jour il y a une attaque d'un terroriste, etc., il faut savoir ce qui nous attend pour pouvoir vous prévenir. C'est-à-dire que il n'y a pas d'attaque, mais ils commencent à vous plomber déjà, alors que voilà, pour savoir, enfin. Donc, il y a aussi une autre opération qui s'appelait Large Area Coverage, qui était l'opération LAC, entre 61 et 68, où il y a eu plus d'1 million de personnes le long des côtes du sud de l'Angleterre qui ont été exposées à des bactéries. Et donc maintenant, il faudrait les croire quand ils nous disent que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils nous disaient que c'était pas vrai, on a les documents maintenant, mais et en plus, ce qu'on voit dans le ciel, c'est exactement ce qui est marqué dans les brevets. Quand on regarde les brevets qui ont été déposés à ce moment-là, c'est exactement ce qu'ils nous disent dans les brevets, dans les effets des brevets, dans ce qui va se passer. Alors, je suis aussi allée fouiller dans la bibliothèque des brevets américaines. Et alors là, il y a une tonne de brevets, je ne vais pas vous les dire tous, mais c'est impressionnant de voir comment ils ont affiné la technique. Les premiers, c'était un procédé pour la production de nuages ou de brouillard intense en vaporisant des chlorures. Ensuite, il y a eu un appareil pour disséminer des matériaux en poudre à partir d'avions, méthode pour provoquer des précipitations, moyen de communiquer à travers une couche de gaz ionisé, appareil de méthode pour produire dans la couche d'ozone un nuage artificiel d'ions ayant une densité d'électrons suffisante pour refléter les ondes électromagnétiques, dispositif pour disséminer par des techniques d'épandage des agents chimiques biologiquement actifs tels que pesticides, régulateurs de croissance, vaccins. D'ailleurs, il y a eu un épandage de vaccins en Australie comme ça, pulvérisé sur les gens sans qu'ils le sachent. En 1958, il y a eu le capitaine Orville, qui était le conseiller en chef de la Maison-Blanche, qui a reconnu, concernant les modifications climatiques, que l'armée étudiait les façons de manipuler les charges de la Terre et du ciel pour influer sur le climat grâce à des rayons électroniques pour ioniser et désioniser l'atmosphère. Il y a le professeur Gordon MacDonald, dont je vous parlerai plus tout à l'heure, du comité de conseil en sciences du président. En 68, il a écrit un chapitre d'un livre de Nigel Calder qui s'appelait Unless Peace Comes. Et le chapitre qu'il a écrit s'appelait How to Wreck the Environment, comment détruire l'environnement. Il y décrivait les applications militaires de la modification du climat, j'ouvre les guillemets, avec les techniques pour épuiser la couche d'ozone au-dessus de l'ennemi, produire des tremblements de terre, actionner des vagues des océans et se servir des champs magnétiques terrestres pour manipuler les ondes du cerveau humain. Par ça, c'est anodin, quoi. Il y a eu, alors après, il y a plein de brevets qui sont assez amusants. C'est là où je dis qu'ils affinent vraiment comment faire. Il y a un autre brevet qui a été déposé en 83 pour l'utilisation d'un carénage avec une fente sur le bord pour offrir une zone abritée dans l'aile de l'avion dans lequel serait introduit le liquide à pulvériser. Il y en a un autre en 90 pour coupler les commandes d'un générateur, pour coupler l'usage d'un générateur avec les commandes de l'avion. C'est-à-dire que le pilote, quand il se sert des commandes de l'avion, il pulvérise sans être au courant, quoi. Après, le plus important, c'est celui qui a été déposé en 91, qui est le traité, la patente Welbach, dont vous avez peut-être entendu parler, qui ont fait, ça a été fait au laboratoire Lawrence Livermore en Californie, où sont tous les mecs qui travaillent maintenant sur les problèmes, sur les épandages. La patente Welbach a été soi-disant pour contrer le réchauffement climatique. Elle appartient à une société qui s'appelle Hughes Aircraft à Los Angeles, qui appartient au même genre dont je parlerai tout à l'heure. Et les chercheurs en fait préconisent l'épandage de particules d'aluminium en grande partie, parce que les particules d'aluminium, quand le soleil entrant envoie les rayons sur les particules d'aluminium, ça renvoie soi-disant le soleil dans l'atmosphère et ça empêche la Terre de se réchauffer.
Et aussi, ça permet la chaleur qui est prise en dessous, qui est bloquée par les gaz à effet de serre, ça permet de la convertir en ondes infrarouges et de la renvoyer vers l'atmosphère. Il y a aussi un truc intéressant qui est marqué dans la patente. Il y a deux trucs intéressants. C'est que les particules décrites dans le brevet, j'ouvre les guillemets, doivent être ajoutées au carburant de l'avion de façon à être expulsées des moteurs pendant la combustion. Et ces substances en question sont donc de l'aluminium, des sels de barium, qui deviennent visibles justement. C'est probablement le mec qui a trouvé les filaments, c'est du polymère et c'est aussi des résidus de barium puisqu'il paraît que ça fait une espèce de mousse blanche en dessous. Et autre chose qui est très instructif, c'est de regarder les traités qui se sont passés à cette époque-là. C'est-à-dire moi qui ai vécu aux États-Unis et qui sais qu'il y a un avocat derrière chaque porte, dès qu'on a besoin d'un avocat, il y a des gens qui sont prêts, qui cherchent une clientèle, etc., et qui font tout de suite des class action et tout. Je me disais, comment se fait-il maintenant qu'ils ont la preuve qu'il y a eu des épandages, puisqu'il y a eu les documents de l'armée, qui sont quand même au-delà de tout soupçon, pourquoi ils n'attaquent pas ? Et en fait, il y a un traité qui est extraordinaire, qui s'appelle NMOD, c'est la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toute autre fin hostile. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on lit jusqu'à la fin le traité, il est effectivement interdit de pulvériser l'ennemi, mais pour des essais, je veux dire, à des fins pacifiques et pour des tests pour après pouvoir protéger soi-disant la population, ils peuvent épandre sur leur propre population. C'est quand même intéressant. Donc voilà, autrement dit, tout est à peu près permis. D'ailleurs, c'est la même chose pour le traité sur les armes chimiques et sur les armes bactériologiques. Il y a exactement la même clause dans tous les traités. L'armée, on sait en ce moment qu'ils font des essais de dispersion aérienne de souches pathogènes, etc. Des croisements de virus, ça c'est aussi terrible, c'est-à-dire que ils croisent par exemple la variole et Ebola, la grippe et le choléra. Et dernièrement, les essais qui sont superbes, c'est que, par exemple, ils font des essais avec la grippe et Ebola, mais pour que les gens développent, par exemple, les symptômes de la grippe. Donc, les gens vont chez le médecin, on leur donne des antibiotiques et des trucs contre la grippe. Et en fait, ils peuvent mourir du choléra qui n'a aucune, enfin je veux dire, il n'y a aucun signe extérieur du choléra, et en fait ils sont traités pour les symptômes d'une maladie et ils meurent de l'autre. Heureusement, c'est pas trop chez nous pour l'instant. Alors ça c'est un hasard ou une coïncidence, mais par exemple on apprend que dans ces traités il y a aussi une clause qui dit que si l'attaque vient du ciel, le pays qui est signataire, parce que tout le monde est signataire de ce traité, sauf un ou deux pays, je crois, d'ANMOD, si l'attaque vient du ciel, le pays peut se retirer de la convention. Et comme par hasard, juste après les attentats du 11 septembre, les États-Unis ont repris leur liberté puisqu'ils avaient une attaque qui venait du ciel. Il y a un autre traité qui s'appelait le 2001 Space Preservation Act, qui mentionnait les chemtrails. Parmi les armes exotiques, dans le chapitre 7, il y avait aussi les armes à ultra basse fréquence, les armes tectoniques et les armes extraterrestres. C'est vraiment marqué, vous pouvez aller le voir. Évidemment, on ne sait pas pourquoi ce traité a été refusé par le Congrès. Il a disparu. Et quelques mois après, on a vu arriver le 2002 Space Preservation Act, qui lui a été immédiatement ratifié par le Congrès. Par contre, la liste des armes a disparu. Donc, il n'y a plus de le mot chemtrail n'existe plus dans leur traité, quoi. La perle, celle qui m'a vraiment tuée, c'est un traité entre les USA et le Canada, numéro 14202, Canada et United States of America, accord relatif à l'échange d'informations sur les activités de modification du climat, signé à Washington le 26 mars, etc. Et ce traité, dans l'article 1, il stipule que les effets des activités visant à modifier le temps exercés par l'une ou l'autre des parties peuvent avoir des répercussions sur le territoire de l'autre partie. Donc ils disent bien qu'ils sont en train d'épandre. Leur souci, c'est que comme la frontière dans les airs avec les vents et tout ne s'arrête pas à la frontière qui a été faite par les hommes, ils ont peur qu'en fait ça fasse double emploi entre les épandages qu'il y a des deux côtés. Donc
En fait, je vois mal deux pays comme les États-Unis et le Canada faire un traité pour quelque chose qui n'existe pas. Il y a un autre document qui est assez troublant, qui est un document de l'US Air Force, dont le titre est Le climat comme un multiplicateur de force, Owning the Weather en 2025, Posséder le climat en 2025, qui stipule: les forces aérospatiales américaines vont posséder la météo en capitalisant sur les technologies émergentes et en focusant sur le développement de ces technologies à des fins militaires. De la facilitation d'opérations alliées ou le sabotage de celles de l'ennemi par des modifications à petite échelle des cycles de température, jusqu'à la domination du contrôle global des communications et du contre-espace, les modifications du climat offrent aux combattants un large éventail d'options pour vaincre ou contraindre un adversaire, en partant du principe qu'en 2025, notre stratégie de sécurité nationale inclura la modification du climat. Son utilisation dans la stratégie militaire nationale suivra naturellement. C'est marqué. Donc, en résumé, ils ont fait des tests pour rien, ils ont déposé des brevets pour des trucs qui n'existaient pas et fait des traités entre États pour des phénomènes qui n'existaient pas non plus. Et nous, on est tous victimes d'hallucinations collectives. Alors, depuis, heureusement, il y a des responsables qui ont parlé, il y a des techniciens, des policiers, des chimistes qui ont mis au point les substances, des mécaniciens. Le plus connu, c'est un monsieur qu'ils avaient baptisé Deep Sky pour essayer de pas trop le mouiller, quoi, de pas le mettre en danger. Lui, il a apporté aux journalistes dont je parlais tout à l'heure, à William Thomas et Bob Fetakis, il a apporté des tonnes de documents, des photos, il a pris des photos à l'intérieur des avions, des hangars où étaient stationnés ces avions, il a dit comment ça se passait, etc. Il n'a pas eu de peau, il est mort, il s'est suicidé asphyxié dans sa voiture quelque temps après. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Ten Gunderson, qui était le patron de FBI à Los Angeles. Ce monsieur c'est pas un charlatan, c'était lui qui était en charge de l'enquête sur la mort de Kennedy, sur Marilyn Monroe, et il était à la retraite depuis une dizaine d'années, et il luttait contre tous les réseaux pédophiles, etc., la pédocriminalité. Et lui, il disait les épandages, c'est un génocide, un empoisonnement par les Nations Unies. Et lui aussi a donné des tas de documents en disant d'où venaient les avions, où ils étaient stationnés. Il y a même des vidéos, il a fait des télés pour David Icke, pour Jesse, enfin pour les tas de gens qui sont un peu dans la dissidence, où il a expliqué et donné les documents. Alors lui aussi, il est mort bêtement. Et en fait, moi je peux juste répéter ce que j'ai vu, j'ai pas la preuve qu'il a été assassiné, mais le médecin qui a fait la visite à sa mort a dit qu'il avait des traces violettes sous les ongles et dans les extrémités de ses membres, et que ça devait être un empoisonnement à l'arsenic. Il y a aussi une dame qui s'appelle Kristen Megan. Vous pouvez aller la voir, elle aussi a beaucoup parlé. Cette dame était en charge dans l'armée américaine, elle était chef du service qui s'occupait de savoir quels étaient les effets des activités de l'armée sur l'environnement. Et comme elle avait ce poste-là, elle avait souvent des gens, quand elle allait dîner dehors, etc., qui lui disaient « Mais qu'est-ce que tu penses des chemtrails ?» Elle disait, je ne sais pas ce que c'est, quoi, de quoi vous me parlez. Et puis un jour, elle en a eu marre, elle s'est dit, mais peut-être que c'est vrai. Donc elle est allée voir les documents qu'elle avait dans ses archives et dans les archives de l'armée, et elle a trouvé des énormes quantités de commandes, d'énormes quantités de barium, d'aluminium, de strontium. Et donc elle a posé les questions à sa hiérarchie, et évidemment elle s'est fait rembarrer rapidement. Et ils l'ont mutée dans une autre ville où elle a recommencé la même chose. Elle est allée voir les archives, elle est allée regarder, elle s'est rendue compte qu'il y avait aussi des quantités astronomiques de barium, et elle comprenait pas pourquoi elle, qui était en charge de savoir quel était l'impact sur l'environnement, n'était pas au courant de ce genre de truc.
Et elle a semé assez le bazar jusqu'à ce qu'on lui dise c'est con parce que t'as une petite fille et qu'est-ce qu'elle fera si jamais un jour elle doit se débrouiller toute seule, quoi. Donc elle a réussi à quitter l'armée et depuis elle témoigne avec énormément de courage d'ailleurs parce que c'est pas évident. Entre parenthèses, je suis tombée sur un papier l'autre jour, un communiqué de Reporters sans frontières qui disait qu'il y avait 10 journalistes enquêtant sur le réchauffement climatique qui s'étaient suicidés depuis 2010. Pas rien. Hein. Il y a aussi tous ceux qui travaillaient sur les séquençages de l'ADN, enfin bref. Donc, on peut se demander qui fait ces épandages, qui a le pouvoir sur les nations et sur leur espace aérien. Est-ce qu'il s'agit d'expérimentations dont on est les cobayes ou alors des programmes économiques ou militaires dont on est les victimes collatérales ? Est-ce qu'on est ciblé pour nous vacciner, comme en Australie, pour nous pucer sans notre accord avec les nanoparticules, nous balancer des virus pour engraisser Big Pharma ? Enfin, je veux dire, on peut être complètement parano. Est-ce que c'est des marqueurs pour nous surveiller ? Est-ce que c'est des substances toxiques pour nous rendre stupides, stériles, dociles ? On n'en sait rien. Ou pire, peut-être pour nous éliminer, quoi, en grande partie, puisque leur but, c'est qu'on ne soit plus que 500 millions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des expériences in vivo qui n'ont pas le droit et que si on était vraiment, comme ils le disent, dans un monde qui doit marcher avec des lois qui nous protègent, c'est contraire à l'article 3 de notre Constitution qui dit que toute personne a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. C'est contraire au traité de Nuremberg, où il est bien écrit, et on nous le rappelle assez souvent dans certaines circonstances, que normalement il est interdit de toucher au corps d'une personne humaine sans son consentement éclairé. Là, ils nous demandent pas. Donc, en fait, maintenant, comme ça commence quand même à bouger, à se savoir, ils nous disent que les épandages seraient un plan B pour le cas où la situation du réchauffement climatique deviendrait terrible et où on serait obligé de faire quelque chose. Parce que la préoccupation de nos gouvernants, vous l'avez vu, c'est le gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Et surtout d'origine anthropique, c'est-à-dire l'ennemi, c'est le CO2 d'origine humaine. C'est nos petites voitures diesel qui polluent et surtout les vaches qui pètent. Ça, c'est... Comment ? Oui, on va interdire les feux de bois aussi. Alors déjà, c'est faux quand ils disent qu'ils épandent pour contre le réchauffement climatique, c'est faux déjà pour une raison très simple, c'est que dans la patente Welbach, il est bien marqué que plus on épand, plus on réchauffe. Et que une fois qu'ils ont commencé d'épandre, c'est à perpétuité. C'est-à-dire, s'ils s'arrêtent, le réchauffement prend une ampleur démesurée. Donc, évidemment, ils ne parlent pas non plus ni de la pollution des militaires, ni de la pollution des gros industriels. On nous dit jamais non plus que ce qu'ils nous disent ne fait pas l'unanimité. C'est-à-dire, il y a un manifeste qui a été signé par 32 000 scientifiques de haut niveau dans le monde qui disent que c'est une aberration totale. On nous parle juste du GIEC et de l'IPCC et de ces gens-là en nous disant comment, mais c'est un collège de 2000 experts, des tops mondiaux, etc. Quand on regarde déjà sur les 2000, il y en a 20 qui sont climatologues, les autres ils sont pas plus, pas plus experts que vous et moi. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ces experts-là, c'est pas du tout, comme on nous le dit, quelque chose d'indépendant. C'est comme la réserve fédérale ou le Codex Alimentarius, c'est-à-dire que les experts sont nommés par les gouvernements et c'est sous l'égide de l'ONU. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont là pour servir la messe, quoi. Et il y a un truc qui est très marrant aussi, un des plus grands climatologues mondiaux qui s'appelle Richard Lindzen, qui dit qui se moque de l'IPCC et qui dit qu'en fait, ce qu'ils disent représente une marge d'erreur de 400%. C'est comme si on disait que Paris a entre 5 millions et 20 millions d'habitants, quoi. C'est aussi précis que ça. Donc, il faut savoir surtout, que c'est pas du tout un organisme indépendant. Après, parmi les gens justement qui sont à la pointe de ce qu'ils nous racontent pour nous faire très peur, il y a un monsieur qui s'appelle Al Gore, que tout le monde connaît puisqu'il a été vice-président.
Alors lui, moi, je lui voulais aucun mal, hein, j'étais pas au courant que je suis juste allée regarder comme ça qui était Al Gore en dehors de ce qu'il nous disait. Et alors là, je vous invite vraiment à aller le voir parce que c'est extraordinaire. Dire que ce monsieur qui est le chantre de la propagande contre le CO2, qui promène sa carbophobie dans le monde entier à raison de 175 000 euros par conférence pour nous dire que le CO2 c'est atroce. Et surtout, il dit il faut arrêter moins d'énergie fossile et plus d'énergie renouvelable. Et il en fait un impératif moral. Vous allez voir qu'il s'arrange vachement bien avec son impératif moral. Il a même reçu le prix Nobel en 2007 avec le GIEC. Et quand on regarde de près, on voit qu'il a quitté la vice-présidence en 2000 avec 2 millions de dollars d'actifs. Quelques années après, 4-5 ans après, il a investi 35 millions de dollars dans un fonds d'investissement avec Jeffrey Skoll, qui est l'ex-patron d'eBay. Et en fait, il a monté la première bourse carbone. C'est-à-dire qu'il n'interdit pas du tout de polluer, c'est juste que s'il pollue, c'est-à-dire par exemple une société aura le droit de polluer pour 500 tonnes, l'autre pour 2000 tonnes. Si celui qui a 2000 tonnes, il pollue un peu moins, il a des actions en plus, des bons. S'il pollue un peu plus, il va acheter des bons à un autre. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit d'avoir une voiture diesel, mais eux, plus ils sont riches, plus ils peuvent acheter des bons carbone, donc ils peuvent polluer entre eux comme d'habitude. C'est pour ça que c'était assez marrant de voir la COP 21, quoi. Parce que c'est organisé par le Carbone Club et par l'IPCC, vous allez le voir tout à l'heure. Donc la dernière chose qu'ils veulent, c'est arrêter de polluer. Parce que j'ai eu un document aussi d'une réunion interne, parce que Al Gore, il a aussi financé des tas de start-up, de jeunes qui ont des idées, qui vont effectivement dans le sens, et il a des pourcentages là-dessus. Et donc il y avait une réunion interne que quelqu'un a filmée en loose day, où il explique aux gens que c'est maintenant qu'il faut investir dans le carbone, parce qu'il a une théorie qui s'appelle le cap and trade, c'est-à-dire plafonner et dealer. C'est-à-dire que plus les gouvernements nous disent le carbone c'est dégueulasse, il faut pas de carbone, et plus les gouvernements vont essayer de limiter le carbone, plus le prix du carbone va monter, et donc plus eux vont se faire des rodoudous nanor. Voilà. Et au conseil de cet organisme, ça c'est marrant aussi, il y a un monsieur qui s'appelle Maurice Strong, ex-fondation Rockefeller, Petro-Canada, membre fondateur de l'IPCC. C'est-à-dire que ce monsieur qui est propriétaire de je ne sais pas combien de mines, charbon, etc., et d'industries polluantes, et c'est un des membres fondateurs de l'IPCC qui nous dit que le réchauffement climatique est terrible, qui hurle au CO2. Il est aussi, c'est bizarre, vice-président du WWF. C'est lui qui a mis en place le protocole de Kyoto aussi. Bizarre. Et alors après, il s'est fait gauler parce qu'il a volé dans les 1 million de dollars au moment où il y a eu le programme. Ouais, c'est rien. Au moment où il y a eu le programme pétrole contre nourriture, il a volé un chèque d'1 million de dollars, donc il a été obligé de se mettre un peu à l'écart. Et en fait, il est parti en Chine où il monte des centrales au charbon. C'est vous dire comme la pollution au CO2 l'ennuie profondément. Al Gore est aussi actionnaire de plein de puits de pétrole, de charbon. Et une de ces maisons fait 3000 mètres carrés. Et quand on regarde les dépenses énergétiques, c'est bien parce que ces dépenses, je crois que c'est 23 000, enfin je ne vais pas dire de bêtises. Mais c'est énorme, c'est la consommation en un mois, ils dépensent ce qu'une famille américaine cossue dépense en un an. Donc voilà, c'est vraiment en fait ce que je dis et pas ce que je fais, quoi. Donc ils nous disent que le danger du CO2, c'est énorme. Alors, vous allez voir qu'en quelques chiffres, on peut voir que c'est vraiment une arnaque. Alors, les chiffres que j'ai sont des chiffres de 2006. C'est juste pour montrer comment ils se foutent de nous, quoi. En 2006, l'US Air Force a consommé 2 milliards... Les piles, hein. Quelqu'un a des piles. L'US Air Force a consommé 2,6 milliards de gallons, c'est-à-dire multiplié par 4 litres, de fuel. Un seul F-5 brûle environ 1580 gallons en une heure. Un hélico Apache fait un demi-mile au gallon, c'est-à-dire 900 mètres à peu près avec 4 litres. Les chars Abrams en Irak, c'est 5 gallons, soit 20 litres au kilomètre.
Un seul transporteur non nucléaire à la vapeur brûle 5600 gallons de combustible en 1 heure. Tous les 4 jours, chaque transporteur en mer utilise un demi-million de gallons de carburant pour alimenter ses jets. Et pendant qu'ils volent pour une mission chemtrail de 2 à 5 heures, un ravitailleur KC-10 brûle 2050 gallons de carburant hautement toxique. Les stratotankers, c'est encore pire, c'est encore plus gros. Et quand on regarde les chiffres de l'EPA, l'Agence américaine de protection, ils indiquent que chaque gallon d'essence produit 19,4 kg de CO2 et chaque gallon de diesel 22,2 kg. Et donc, les opérations de routine de l'armée américaine, ça envoie plus de 48 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année. Après ça, il faut mettre un bouchon au cul des vaches, quoi. Il marche celui-là? Sinon, je vais le prendre, ça m'énerve. Donc voilà, donc quand on regarde, effectivement, c'est sans commune mesure entre notre consommation à nous et ce qu'on peut faire comme dégâts. Mais de toute façon, notre gouvernement va prendre des mesures radicales. C'est-à-dire, on ne pourra plus rentrer dans Paris avec nos voitures diesel et les vaches vont pouvoir péter qu'un jour sur 2, les jours pairs ou les jours impairs. Voilà. Et Hollande a fait un super accord à la COP 21, non contraignant. On s'en serait douté, hein. Et de toute façon, enfin, je veux dire, quand on regarde les choses de près, ça ne tient pas debout parce que, par exemple, si le CO2 est vraiment un problème et qu'ils veulent nous en protéger, pourquoi est-ce qu'ils coupent les arbres en Amazonie pour faire des nécrocarburants alors que les arbres, ça adore le CO2, eux, ils en veulent, voilà, ils devraient en planter au contraire. C'est comme quand ils nous disent que ils épandent de l'aluminium pour envoyer les rayons du soleil vers l'atmosphère, mais dans ce cas-là, la photosynthèse se fait pas. Donc voilà, enfin, je veux dire. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le CO2 ne représente que 0,05% des composants de l'atmosphère. Et que quand on lit vraiment les experts qui disent pas trop de conneries, quoi, qui sont vraiment honnêtes, ils disent que, en fait, c'est la vapeur d'eau qui est l'agent majeur de l'effet de serre. Et que quand ils épandent, justement, l'atmosphère se réchauffe, les sols se dessèchent, et donc l'humidité monte, et c'est ça qui se répand dans l'atmosphère et qui crée l'effet de serre. Et aussi, c'est le rayonnement solaire, d'après vraiment les derniers travaux, qui influe sur le climat et pas le CO2 du tout. Mais en fait, bon, c'est comme d'habitude. Pour nous faire gober les OGM, ils nous ont dit que la population, enfin que la Terre ne pourrait jamais nourrir toute la population mondiale. Donc il fallait accepter les OGM. Quand on regarde les OGM, ils ont plutôt empêché les gens. Enfin, je veux dire, maintenant les gens crèvent 10 fois plus de faim. Maintenant, ils nous disent plus qu'on est trop nombreux à nourrir, on est trop nombreux à respirer. Enfin. La constante, c'est que, c'est normal, c'est leur poule aux œufs d'or. La constante, en tout cas, c'est que dans tous les cas, on est trop nombreux. Donc alors, pourquoi est-ce qu'ils épandent? Donc je me suis trompée. Il y a un monsieur qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, je ne sais pas si vous le connaissez, oui, voilà. Ce monsieur est tout sauf un rigolo, puisque c'est l'éminence grise de tous les présidents américains depuis Carter. Et qu'en général, quand il dit quelque chose, on peut voir des années après que ce qu'il a dit en 50 ou en 60, ça s'est réellement passé. Dans lui, il écrit en 70 dans un livre qui s'appelle Between Two Ages. C'est un petit livre, hein, ça fait 120 pages. Pour ceux qui lisent l'anglais couramment, vous pouvez le lire. C'est absolument hallucinant. Parce que tout ce qui se passe en ce moment est décrit avec comment ça se passe et les effets que ça va faire. Et les effets que ça va faire, c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc lui, il dit « L'espace et le contrôle du climat ont remplacé Suez ou Gibraltar comme élément clé de la stratégie. » Et quand il parle des modifications climatiques, c'est comme de l'arme absolue, point. C'est pas autre chose, il en parle comme de l'arme absolue de l'Amérique. Et il reprend les travaux de Gordon MacDonald dont je parlais tout à l'heure, qui dit « Avant 2018, la technologie mettra à la disposition des nations majeures des techniques pour conduire des guerres secrètes
dont seulement un minimum des forces de sécurité aura besoin d'être au courant. Une nation peut attaquer une nation concurrente secrètement par des moyens bactériologiques, affaiblissant entièrement la population avant d'en prendre le contrôle avec ses forces armées. Ou bien des techniques de modification du climat pourraient être employées pour produire des périodes prolongées de sécheresse ou d'inondation, affaiblissant ainsi les capacités d'une nation et la forçant à accepter les demandes de sa rivale. Je sais pas, mais ça me paraît assez clair, quoi. Ouais, Brzezinski, franchement, il nous a pas du tout habitués à la science-fiction, hein, quand il a dit, quand il a écrit Le Grand Échiquier, dans lequel il disait, dans 25 ans, on sera dans la société du 20-80, c'est-à-dire 20% de la population suffira à faire tourner le système, et les 80 autres % serviront à rien, puisqu'ils n'auront pas de boulot, donc pas d'argent, donc on pourra rien leur vendre. C'est ce qu'ils appelaient et ils nous appellent toujours les useless eaters, les bouches inutiles. Et quand on voit, il disait qu'il fallait nous appliquer dans un premier temps le tititainment pour tits, la poitrine, et entertainment, c'est-à-dire bercer les gens comme une mère berce son enfant de façon en clair pour nous endormir. Moi, quand on voit ce qu'ils ont fait avec la nourriture, les additifs et les programmes télé, on peut dire qu'ils ont réussi leur coup, ils nous ont bien abrutis, quoi. Donc voilà. C'est vrai qu'il suffit de regarder le ciel ou les analyses des sols pour voir que la géo-ingénierie est vraiment une réalité, quoi. Et quand on regarde aussi, c'est marrant parce que toutes les sociétés de géo-ingénierie, c'est les mêmes qui sont les responsables de cartels chimiques, financiers, etc., qui ont mis la planète dans cet état-là. Donc maintenant, ils vont réparer. C'est-à-dire que, comme avec Monsanto, etc., dès qu'ils détruisent un truc, ils créent un autre produit chimique pour traiter les effets du premier, mais qui nous plombe encore plus, quoi. Et il y a aussi un truc qui est tout à fait cocasse pour moi, c'est que le GIEC, donc, il nie les épandages. C'est un plan B, au cas où un jour on serait vraiment en danger. Dans le rapport 5 du GIEC, il y a écrit, ils avertissent les décideurs que malgré les effets secondaires mondiaux et les conséquences à long terme, les techniques de géo-ingénierie comprenant la gestion des radiations solaires devrait être maintenue. Si la gestion du rayonnement solaire s'arrêtait pour une raison quelconque, il est probable que les températures à la surface du globe s'élèveraient très rapidement pour atteindre des valeurs entraînant le renforcement des gaz à effet de serre. C'est quand même curieux qu'on veuille pas arrêter un truc qui n'a pas commencé, non? C'est juste que j'ai l'esprit mal tourné, peut-être. Mais bon, et effectivement, quand on voit qu'ils disent dans la patente Welbach que si on arrête, ça va monter, ben on comprend pourquoi on est de plus en plus épandu, quoi. Alors les deux fous qui tiennent, je veux dire, qui sont au laboratoire Livermore, qui sont en charge de tous les programmes d'épandage, c'est Ken Caldeira et David Keefe. Alors lui, déjà David Keefe, je trouve qu'il a une vraie tête de fou, quoi. Mais ouais, mais il faut aller voir ces vidéos, faut voir comment il en parle avec une passion. Il est complètement possédé. Son trip à lui, c'est de nous envoyer des tonnes de soufre sur la tronche, et après ça, on n'aurait plus de problème de CO2. Par contre, donc voilà, ces gens-là sont sponsorisés en grande partie, financés par notre grand bienfaiteur de l'humanité que tout le monde connaît, Bill Gates. Qui lui, c'est un adepte, il est obsédé de la vaccination de masse, il va vacciner les petits Africains. Son dernier truc, c'est les 7 millions de vaccins pour éradiquer la polio en Afrique. Je sais pas si vous avez vu, il a éradiqué la polio, mais maintenant, les enfants meurent de la paralysie flasque aiguë, qui est en fait la même chose que la polio, mais c'est induit par le virus vaccinal. Et donc maintenant, son dernier truc pour sauver la planète, c'est les épandages de produits de particules toxiques. Sauf que pour lui, sauver la planète, vous allez le voir, c'est éradiquer les 2/3 d'entre nous. Alors, il y a une vidéo qui est quand même intéressante. Accrochez-vous bien, il faut bien écouter ce qu'il dit. Parce que comme dirait Pierre Hillard, en fait, quand on cherche, on trouve. Hein. CO2 is warming the planet. And the equation on CO2 is actually a very straightforward one. If you sum up the CO2 that gets emitted,
that leads to a temperature increase. And that temperature increase leads to some very negative effects. The effects on the weather, perhaps worse, the indirect effects in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes, and so you get ecosystem collapses. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. New vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Donc il admet bien que il dit il y a 6,8 milliards de gens sur la Terre, bientôt 9 milliards. Maintenant, si on fait vraiment un super boulot avec les nouveaux vaccins, les services de santé reproductive, on pourrait réduire ces chiffres de 10 à 15%. C'est quand même pas moi la complotiste, hein. Donc voilà, donc l'idée qui les excite beaucoup en ce moment, c'est qu'ils viennent de mettre des ballons à 25 000 mètres d'altitude qui lâchent donc du soufre. Et David Keefe il veut envoyer tous les ans 20 000 tonnes de soufre, un peu plus tous les ans parce qu'il faut continuer, c'est 20 km au-dessus de nos têtes, et après on n'aura plus de problème de CO2, hein. On n'aura plus non plus de problème d'écosystème parce qu'ils seront tous bousillés. En ce moment, il y a déjà 300 à 400 espèces végétales et animales qui disparaissent tous les jours de la surface de la Terre. Il y a des sécheresses épouvantables dans des endroits. Ça va encore plus endommager la couche d'ozone. Le problème, c'est que la couche d'ozone, c'est vital pour nous parce que c'est ce qui empêche les ultraviolets de nous toucher, et aussi ça nous protège des tempêtes solaires, etc., des radiations. Donc pour nous, ça va être de plus en plus, avant qu'on puisse plus habiter la planète, s'il continue. C'est de plus en plus de troubles neurologiques, de dysfonctions d'organes de reproduction, de problèmes cardiaques, etc., quoi. Et alors, selon le journal The Guardian, ce petit groupe de scientifiques est soutenu par Bill Gates. Il y a aussi Richard Branson qui a fait la fondation du Carbon War Club. Il y a Murray Edwards qui est le magnat des gaz de schiste et des sables bitumineux. Il y a Nicholas Enstrom qui est le cofondateur de Skype, et tous ces gens-là travaillent sur soi-disant les hautes technologies. En fait, c'est une clique de gens qui influencent l'IPCC, le GIEC, qui donnent de l'argent pour les campagnes électorales. Donc nos dirigeants, ils ont plus qu'à fermer leur clapet. Et voilà. Et alors c'est drôle parce que j'ai comme voisin, il y a un monsieur qui s'appelle André Picaud, qui est un des plus grands chimistes mondiaux, qui se trouve être mon voisin, et on se rencontre à la poste des fois. Et donc je lui avais donné mon livre, et il m'a dit, il m'a fait plein de commentaires, et il m'a dit que ce que disaient les scientifiques comme David Keefe et tout était complètement incompréhensible pour un chimiste. Je dis, ça m'étonne pas du tout, parce que je suis pas persuadée que ce soit les meilleurs chimistes qui soient en charge de ce qui doit être bon pour nous. Par contre, c'est sûrement les plus corruptibles et ceux qui sont complètement fous, quoi, les apprentis sorciers. Donc voilà. Donc pour nous aider à pas être trop nombreux, ils épandent de l'aluminium, qui favorise la mort cellulaire, donc Alzheimer, Parkinson, Lou Gehrig, enfin toutes les maladies, du strontium, du barium qui crée des difficultés respiratoires, cardiovasculaires, qui aussi a la propriété de provoquer la division du cerveau
en bloquant les interactions entre acides aminés, ce qui empêche la perception cohérente. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui sont là et qui n'ont pas encore compris ce qui se passait. Ben oui, je crois qu'à force de nous abêtir, ils vont y arriver, quoi. Donc en fait, on se rend compte que le contrôle du climat, c'est pas du tout pour nous aider à nous, c'est plus pour soit pour permettre les projets militaires, soit pour pallier les effets des projets militaires. Il y a un monsieur qui s'appelle Patrick Pézin qui a fait un film en France qui s'appelle Bye Bye Blue Skies, et lui aussi est allé, il a vu qu'il y avait des achats de barium terribles dans l'armée française. Il est allé fourrer son nez dedans, personne n'a voulu lui répondre, mais par contre, le lendemain, ça avait disparu du site de l'armée, quoi. Il n'y a plus de traces de ça. Et le dibromure d'éthylène, le fameux additif au carburant, c'est ce qui fait qu'on a la gorge irritée, mal aux yeux, la toux, les symptômes de la grippe. Alors, il y a une phrase que je trouve très marrante, c'est un professeur qui s'appelle Horowitz, qui a dit aux États-Unis, vous avez les yeux qui pleurent, le nez qui coule, hein, la gorge irritée, vous toussez, c'est pas la grippe, c'est une conspiration. Et je pense qu'il a tout à fait raison, quoi. Après, comment ? Lui, il n'est pas mort, lui, encore. Mais lui, c'est un grand, enfin, il a fait plein de communications sur plein de sujets. Bon, après, il y a les métaux lourds, effectivement, les nanoparticules qui sont un problème terrible parce que c'est inhalé par les bébés, parce que ça rentre partout dans les maisons, etc. et que on en est tous farcis, quoi. Alors, parmi les trucs intéressants, c'est que les chemtrails, l'exposition aux nanoparticules donne apparemment la maladie des morgelons. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous ai pris la photo la moins terrible, parce que c'est assez grave. C'est en fait des gens qui ont des trous, des plaies, des nécroses par lesquelles s'échappent des fils de polymère qui poussent comme ça. Évidemment, on dit à ces gens-là qu'ils sont fous et que c'est juste parce qu'ils ont des démangeaisons et qu'ils ont des hallucinations, ils pensent qu'ils ont des bêtes à l'intérieur d'eux, etc. Donc, il faut les interner. En fait, bien sûr, c'est normal, tout le monde a envie d'avoir des fils qui poussent de ses plaies, et c'est normal. Donc voilà, il y a un professeur américain qui s'appelle Hildegard Steininger, qui est un expert mondialement reconnu sur les nanos, qui explique dans un rapport qu'en fait la maladie des morgelons, c'est dans l'exposition aux nanos. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour nous, c'est-à-dire qu'elle dit qu'on est tous infestés par les nanos et que les gens qui développent la maladie des morgelons, c'est ceux dont le corps rejette les nanoparticules. Ça veut pas, si on n'a pas les morgelons, ça veut pas dire qu'on n'a pas les nanos, ça veut dire juste que notre corps bouge pas pour l'instant, quoi. Et donc elle dit, ce ne sont pas juste des particules de polymère plastique, ce sont des agents de guerre biologique et des virus mis par la main de l'homme, remplis de nanosphères de plastique et de nanotubes de carbone. C'est cool, hein? Donc nous, les nanos, on en a aussi pulvérisé dans la nourriture, dans les vêtements, dans tout ce qu'il y a autour de nous, quoi. Et les dernières études de Steininger, ça c'est aussi grave, c'est qu'elle a prouvé que ces particules s'auto-assemblaient et s'auto-dupliquaient à l'intérieur de notre corps. Elle a tout fait, hein. Ça résiste à tout, elle les a brûlés à 1400 degrés, mis dans de l'eau de Javel, enfin bref, il n'y a rien qui les détruit, et en fait, ils les ont comparés à la base de données du FBI qui contient 900 fibres, et ça correspond à aucune fibre qui est connue. Il y a même des gens qui développent, alors ça, je trouve ça tellement énorme que je vous le dis parce que je l'ai appris, mais il y a des gens qui développent des fibres rouges et bleues, et ces fibres sont les mêmes qu'on retrouve dans la seule comparaison qui était possible, c'est ce qu'on trouve dans les billets de $20. Pourquoi, on ne sait pas. Normalement, les fibres qui sont dans les billets, c'est une question de sécurité, donc pourquoi les mecs ont des fibres de cette texture qui poussent de leurs plaies? Ce qu'il y a, c'est que les bébés sont en train de naître avec ces particules. Comment? Oh, quelle horreur. Ce qu'il y a, c'est que les générations, enfin les bébés, tout le monde, mais enfin c'est surtout dramatique pour nos enfants. Et alors, ce que je trouve incroyable, c'est que l'AFSES, qui est l'Agence de sécurité sanitaire et de l'environnement, quand on regarde ce qu'ils ont à dire sur le problème,
ils disent... Ces particules, en parlant des nanos, hein, ça les effraie pas du tout, ces particules circulent dans tout l'organisme, la peau, les tissus, le sang, les alvéoles pulmonaires, la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau ou le placenta et peuvent s'accumuler dans plusieurs organes essentiellement à partir de l'exposition respiratoire et digestive. Point. C'est-à-dire que si vous voulez... vous soigner avec des fleurs de bac ou faire un truc et tout, c'est dramatique, c'est exercice illégal de la médecine, c'est toutes les merdes qu'on peut avoir. Mais par contre, qu'on ait des nanoparticules qui se collent à nos poumons, au cerveau et tout, ça effraie pas du tout l'agence de sécurité sanitaire. Donc, il y a aussi un autre truc qui est intéressant, c'est que quand on a les gens qui ont fait des biopsies de la plaie, des morgelons, et des résidus de chemtrail, dans les deux, on trouve un truc qui s'appelle l'agrobacterium, qui est une bactérie dont la seule propriété, c'est d'être mutagène. C'est-à-dire que vous voyez pourquoi je flippais quand j'écrivais le bouquin. En fait, l'agrobacterium, c'est dans les sols et tout, c'est pas quelque chose de rare, mais c'est quelque chose dont la seule fonction est d'être mutagène. C'est-à-dire tous les OGM sont fabriqués avec l'agrobacterium, mais ça a aussi la propriété de le faire sur des espèces eucaryotes, dont nous éventuellement, sur les cellules humaines. Donc, est-ce qu'on l'ingère en mangeant des OGM ? Est-ce qu'ils nous les balancent pour que Parce qu'il y a quand même un truc qu'il faut se dire, c'est pourquoi ils veulent de façon forcenée nous vacciner sans arrêt. Enfin, je veux dire, je vais pas trop revenir sur la vaccination, mais quand on voit qu'on pousse à la vaccination des bébés de 2 mois contre l'hépatite B s'attrapant en 99% par le sexe, pourquoi est-ce qu'on veut vacciner les bébés de 2 mois avec l'hépatite B, contre l'hépatite B, je veux dire ? Oui. Donc, il y a quand même une volonté forcenée de nous vacciner. On est quand même obligé de dire à un moment donné, les vaccins, ça nous met des ADN étrangers à l'intérieur de nous. Et d'un autre côté, on apprend qu'on est farci de nano et farci d'agrobacterium, dont la seule propriété d'être mutagène. Ça fait quand même se poser certaines questions, quoi. Donc voilà, il y a d'autres problèmes avec la géo-ingénierie qui sont très graves, c'est que ça crée des phénomènes irréversibles, comme par exemple les UVB qui passent, d'ailleurs vous pouvez le voir maintenant, quand le soleil sort, souvent il est très, ou même quand c'est couvert, quand ils épandent, quand le soleil sort, il est extrêmement brûlant, quoi, comme un faisceau. Et en fait, ces UVB, ça réchauffe les océans, ce qui fait que ça libère du méthane. Et le méthane, ça on nous le dit pas, mais c'est quand même un gaz qui est 23 fois plus puissant que le CO2 et qui reste piégé pendant 14 ans dans l'atmosphère. Donc il y a quand même une question à se poser, quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'ils manipulent le climat dans ces cas-là ? Donc moi j'ai commencé mon enquête le jour où j'ai eu entre les mains un brevet, parce que je trouvais ça très bizarre et tout, mais je savais pas par quel bout tirer le machin, quoi, pour essayer de comprendre. Et un jour j'ai eu entre les mains un brevet de Monsanto qui datait de 2009 et que vous pouvez voir, hein, je veux dire, il y a le numéro dans mon bouquin, vous pouvez aller le voir, il existe, j'ai eu dans la main, et ils ont commencé en 2009 à breveter des plantes et des légumes résistants à l'aluminium. Donc pour moi, ce jour-là, je savais que les chemtrails étaient vrais, parce que je vois pas pourquoi on se lèverait un matin et on dirait, tiens, je vais faire des poireaux qui résistent à l'aluminium. Je veux dire, pourquoi, quoi ? Pourquoi pas une autre... bon. Et en fait, il y a des gens comme ça, c'est-à-dire quand il y a une merde quelque part, si on soulève, hop, il y a Monsanto, il y a Rockefeller, il y a des gens qu'on connaît bien, quoi. Et inversement, quand il y a ces gens-là, si on regarde ce qu'ils font, eh ben, on s'aperçoit qu'ils sont pile là où se passent les choses, quoi. Et justement, en cherchant, Monsanto en 2012 était soi-disant au bord du dépôt de bilan. Alors, faut savoir que Monsanto, c'était d'abord le dioxyde, l'agent orange, etc. Après, ils se sont refait une virginité, ils ont vendu leur département chimique à Pfizer, et eux, ils ont dit, maintenant, on va monter Monsanto, c'est l'agriculture, etc. Là, soi-disant, pour aider les paysans et le monde entier, ils nous ont balancé les OGM, le Roundup Ready, les semences qui se suicident, etc. Donc, ils nous ont pas du tout aidés. Et maintenant, ils étaient soi-disant au bord du dépôt de bilan. Et on s'aperçoit que l'agriculture, il y a trop de gens qui doivent être au courant maintenant des pesticides.
Donc ils ont acheté la deuxième société de climatologie américaine. Évidemment, c'est quand on lit le truc, c'est pour aider les paysans qui sont complètement paumés avec le réchauffement climatique, mais c'est pour pouvoir les aider. On a compris comment, c'est-à-dire que comme ça, ils vont pouvoir dire aux paysans, comme ils dépendent de l'aluminium, ils vont leur donner les semences qui restent dans le prochain jackpot, c'est ça. Et quand on regarde, il y a eu plus de 2000 brevets déposés de plantes qui résistent à l'aluminium. Dans la foulée, je suis tombée sur Rothschild qui a acheté la première société de cartographie météo du monde, c'est-à-dire toutes les cartes météo que vous avez sur votre computer ou sur vos téléphones portables ou à la télévision, maintenant ça appartient à cette société-là. Ce qui est vachement bien parce que ça permet de contrôler la chaîne entière. Avant on disait ouais mais la météo ils disent n'importe quoi, ils sont pas doués, ils se trompent tout le temps. Ben maintenant ils se tromperont plus puisqu'ils pourront nous prédire ce qu'ils sont en train de faire. Donc comme ça va rassurer tout le monde. Quand ils vont nous dire il va y avoir un ouragan sur tel endroit, on sera sûr qu'il y sera puisque c'est eux qui le font. Donc voilà comment ça se passe. Alors, le premier, effectivement, la première chose des guerres climatiques, c'est le contrôle de la nourriture. C'est-à-dire que c'est le rêve justement de Monsanto, Syngenta, Bayer, tous ces gens hyper sympas, d'avoir de nous prendre l'indépendance alimentaire pour nous forcer à manger ce qu'ils ont. D'ailleurs, on voit bien, puisque leur truc, c'est d'avoir le monopole absolument sur tout. Regardez les semences Roundup Ready qui contenaient le pesticide et qui tuaient tout le reste autour. C'est ce qui fait que les pays où ils ont imposé tout ça, en Afrique, en Inde, etc., les gens se suicident à tour de bras, ils ont même plus de quoi manger, quoi. Et donc... en fait, on s'aperçoit qu'ils veulent nous faire bouffer synthétique et transgénique, point quoi. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai toujours pas digéré, c'est Christine Lagarde qui est restée 1 mois au ministère de l'Agriculture, de mai à juin, 1 mois, je ne sais pas si c'est en 2009 ou 2007, enfin je sais plus. Et elle est restée 1 mois, elle a fait passer la loi qui disait que même dans les produits bio et il pouvait y avoir 0,9% d'OGM. Donc voilà. Donc on a bien compris qu'ils veulent le monopole de l'accès à la nourriture. C'est très inquiétant, je trouve, parce que ça veut dire que si un jour ils veulent nous affamer, entre les semences anciennes et toutes les séquences ADN des semences qu'ils ont dans leur coffre-fort en Alaska, et maintenant si ce qui pousse, la seule chose qui risque de pousser dans quelques années s'ils continuent à épandre comme ça, c'est les plantes qui vont être résistantes à l'aluminium. Et nous, on n'y a pas accès. Je veux dire, c'est eux qui ont tous les brevets. Et l'autre truc, c'est aussi l'eau, qui est un gros problème, parce que avec les épandages d'iodure, d'argent, etc., ils peuvent pousser la pluie où ils veulent. Bon, ça fait un moment qu'ils peuvent pousser les nuages, etc., puisque, je veux dire, quand il y a eu Tchernobyl et même Fukushima, ils ont poussé pour que les pluies radioactives tombent pas sur Pékin et après tombent pas pas sur Pékin, sur Tokyo et sur Moscou. Et même d'ailleurs quand il y a leur fête tous les ans, là, comme notre 14 juillet, il pleut pas. Mais ça coûte très cher, il paraît que ça coûte je sais pas combien de millions. Donc nous au moins on sait que notre président il met pas l'argent là-dedans, parce que chaque fois qu'il sort il se prend une saucée, donc au moins de ce côté-là on est tranquille. Donc voilà, donc l'accès à l'eau, ce qu'il va y avoir, c'est que s'ils peuvent jouer comme ils veulent sur les nuages, ça veut dire qu'à plus ou moins longue échéance, ces gens-là pourront décider qui va mourir de soif et qui va avoir de l'eau comme ils veulent. Et à côté de ça, quand on regarde, il y a un monsieur qui est le président de Nestlé, qui dit un truc, je ne sais pas si vous l'avez vu la vidéo. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il a des beaux yeux, je trouve. Mein Name ist Peter Brabeck, ich komme aus Villach in Kärnten und bin seit jetzt 7 Jahren Verantwortlicher der Nestlé-Gruppe, des größten Lebensmittelkonzerns der Welt, mit einem Umsatz von ungefähr 90 Milliarden Schweizer Franken oder ungefähr 65 Milliarden Dollar. Vous y voyez? Ja, es gibt daher bei uns ein schönes Lied, Wasser braucht das liebe Vieh, Hollerei und Hollerie, wenn Sie sich erinnern können. Also Wasser ist natürlich das Wichtigste,
Rohmaterial, das wir heute noch auf der Welt haben. Es geht darum, ob wir das normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Und da gibt es zwei verschiedene Anschauungen. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Und die andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Ich persönlich glaube, es ist besser, man gibt einem Lebensmittel einen Wert, sodass wir alle bewusst sind, dass das etwas kostet und dann anschließend versucht, dass man mehr spezifisch für diesen Teil der Bevölkerung, der keinen Zugang zu diesem Wasser hat, dass man dann dort etwas spezifischer eingreift und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also. C'est sympa, non? C'est vrai? Bah, il dit en résumé, pourquoi vous n'avez pas vu? En fait, il dit qu'il y a des gens qui ont une position extrême qui disent que tout être humain devrait avoir accès à l'eau, mais que lui, il pense que, au contraire, l'eau est une denrée comme toutes les autres et qu'elle devrait avoir un prix marchand. Ça veut dire que tout le monde, pour avoir accès à l'eau, devrait payer. Cela dit, c'est déjà le cas, mais bon... Il se trouve qu'il y a le DVD aux éditions Montparnasse, vous le trouvez sur l'eau et justement sur cet individu. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, l'eau et la nourriture, qui sont quand même les éléments majeurs de notre survie, elle peut aller désormais ou dans très peu de temps là où nos maîtres vont vouloir qu'elle aille, quoi. Après, il y a les guerres climatiques. Alors comme d'habitude, c'est Zbigniew Brzezinski, il faut aller voir du côté de Zbigniew, puisque c'est lui qui décrit à peu près tout ce qui va nous arriver, et qui fournit le concept vraiment de guerre secrète, puisque à l'époque ils sont partis du fait que avec la télévision, les gens ils devaient gérer les états d'âme des gens quand les gens voyaient des trucs atroces à la télé, et donc il valait mieux faire des guerres secrètes, quoi, que les gens soient pas au courant, comme ça les empêchait, enfin, ils n'avaient pas besoin de se soucier de nous, en clair. Donc, Zbigniew, dans le Between Two Ages, qu'il a écrit en 70, il écrit « Le climat va devenir l'arme absolue pour mener des guerres secrètes économiques ou militaires, avec un minimum de gens au courant pour faire plier l'ennemi potentiel et l'obliger à accepter les exigences de l'Amérique. » Et donc, les premières qui sont pas trop méchantes, mais enfin qui sont emmerdantes, c'est les guerres climatiques, les guerres économiques. C'est-à-dire que, par exemple, faut pas oublier que maintenant, presque toutes les denrées sont cotées en bourse. Donc, si, par exemple, ils font une énorme sécheresse, on n'a plus de quoi nourrir les troupeaux, donc il faut importer. Donc, ça nous coûte de l'argent. Que s'il y a des vins de Californie, par exemple, qui sont en concurrence avec les vins de Bordeaux, un petit orage de grêle sur la récolte 3 mois avant, là, quand les raisins viennent d'être formés, ça élimine le problème. Il faut pas être complotiste, mais enfin, par exemple, la grippe aviaire sur le Périgord, juste avant Noël, au moment du foie gras, on peut aussi se poser des questions. Voilà. Et il y a pire, effectivement, c'est ce que dit Zbigniew, c'est faire plier une nation. Alors là, moi, j'étais passé complètement à côté du truc à l'époque, mais il y a des documents qui sont sortis à l'époque, de Mark Filterman, par exemple, qui est un expert qui avait écrit un livre qui s'appelait Les armes de l'ombre. Et aussi, il y avait un article dans VSD qui s'appelait Les services secrets fantasmes, tempête de 99, phénomènes naturels ou attaques terroristes. Et en fait, quand on regarde les documents, on s'aperçoit que
à l'époque, le gouvernement français, qui était Jospin et Chirac, s'était battu contre l'entrée des OGM en France, et aussi contre un traité qui était en discussion qui s'appelait l'AMI. Et ils avaient fait campagne, ils avaient vraiment retourné plein de pays européens contre l'AMI. Et donc apparemment, ce serait pour faire plier le gouvernement français que les tempêtes de 99 auraient été déclenchées. Et alors effectivement, on peut pas dire, enfin je veux dire, j'ai aucune preuve de ça, sauf ce qui a été écrit à l'époque. Mais par contre, quand on regarde chronologiquement, début janvier, Jospin est venu dans les télévisions et a dit que c'était pas le problème de l'État, c'était pas à l'État de s'immiscer dans les politiques des cartels. Et donc il a autorisé l'entrée des OGM en France pour la recherche. Et il est pas revenu sur le traité de l'AMI, mais ils ont signé un article qui disait que n'importe quand les négociations reviendraient sur le traité de l'AMI ou sur ce qui suivrait le traité de l'AMI, la France donnait son pouvoir à la Commission européenne. C'est ce qui explique que l'AMI étant l'ancêtre de TAFTA. C'est ce qui explique que maintenant on est au courant de rien sur TAFTA et qu'on a beau l'ouvrir, il se passera rien parce qu'on a donné notre mandat au commissaire européen. Donc après, la question qu'on se pose, c'est effectivement, est-ce que la Troisième Guerre mondiale est entamée et est-ce qu'elle est météorologique ? On voit tous qu'il y a des catastrophes météo qui sont abominables et qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire, depuis quand la France est un pays d'ouragans et de cyclones, quoi. Il y a des trucs, en Côte d'Or, là, il y a pas très longtemps, juste un côté de la rue qui a été détruit, pas l'autre. Enfin, je veux dire, il y a des trucs très très bizarres, quoi. Et quand on s'y intéresse et qu'on regarde si ça se passe pareil dans les autres pays et tout, on s'aperçoit qu'il y a une liste de coïncidences énormes comme ça. Il y a eu où les États se prennent un cyclone, un tremblement de terre, un tsunami. La Chine, par exemple, quand ils ont refusé d'adhérer à la coalition américaine contre la Corée du Nord, qui s'est pris un bon tremblement de terre. Haïti aussi. À l'époque, Chavez a hurlé en disant c'est les États-Unis qui valent un pied au Venezuela, etc., qui ont fait ça. En fait, moi, je me souviens juste d'un truc, c'est que il y avait 1 million de personnes où on venait nous faire pleurer sur les télévisions en nous disant il y a 1 million de personnes sans abri, sans nourriture, avec le risque de pandémie, etc. Et en fait, on voyait que des navires, que des porte-avions, quoi. Je trouvais bizarre d'aller secourir des gens qui étaient à la rue sans rien avec des porte-avions. Mais bon, peut-être que Chavez avait raison, quoi. D'autant que on peut lire dans un document de l'US Air Force de 1996 qui s'appelle Air Force 2025 Final Report, la modification des conditions météo offre aux combattants de guerre un large éventail d'options pour faire échec ou contraindre l'adversaire. Les techniques pour déclencher des inondations, des ouragans, des tremblements de terre, et va devenir un premier élément de sécurité intérieure et internationale, avoir des implications offensives et défensives, et même être utilisé comme un moyen de dissuasion. C'est quand même un document de l'US Air Force, c'est pas un truc de charlatan, quoi. C'est eux qui l'ont écrit, hein. Donc, la technique qui rend tout ça possible, c'est HAARP. Évidemment, l'arme absolue dont parlait Brzezinski. Je ne vais pas pouvoir vous parler de HAARP en détail parce que c'est encore un autre sujet assez énorme. Mais enfin, officiellement, c'est un programme de recherche indépendant. En fait, c'est l'armée. De recherche sur l'ionosphère afin de générer un bouclier protecteur contre les missiles, les avions ennemis et empêcher ou couper les communications radar et satellites. Ça leur permet de communiquer avec les sous-marins en plongée, de scanner le sous-sol complet. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus moyen d'avoir enterré une base souterraine sans qu'ils soient au courant, puisqu'ils scannent complètement le sous-sol. Ça permet, c'est parti du brevet Tesla de l'envoi d'énergie. Donc en fait, ça leur permet d'envoyer de l'énergie énormément puissante à l'autre bout de la planète sans câble. En fait, on voit que parmi les gens qui ont travaillé dessus, comme Nick Begich depuis des années, disent que que l'objectif de HAARP, c'est de pouvoir atteindre et bombarder à volonté n'importe quel point de la Terre et de l'espace avec un faisceau d'énergie directif ultra puissant, sans utiliser de satellite.
C'est pour ça que ça peut provoquer aussi des tremblements de terre, des explosions plus puissantes que la bombe atomique. Toujours, on en revient au même. C'est-à-dire que s'ils envoient des faisceaux de plusieurs milliards de watts dans l'ionosphère, on comprend pourquoi c'est troué. Hein. Et donc, les brevets, pareil, quand on regarde tous ces brevets-là appartiennent au groupe Rockefeller, qui après ont été vendus à Raytheon Corporation, qui ont aussi la patente Welbach d'épandage dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, tout est lié, c'est-à-dire ces sociétés sont tellement proches de la CIA qu'on les dit complètement indissociables, et elles appartiennent toutes, mais quelles que soient les sociétés autour de ça qu'on regarde, leurs actionnaires principaux, ces 4 sociétés qui sont des sociétés écrans, qui s'appellent Vanguard, Blackstone, BlackRock aussi, et une autre, je sais plus. Et il paraît que même le Congrès, quand il vote de l'argent pour les budgets pour ces sociétés-là, ne sait même pas à quoi va servir l'argent qu'ils votent, quoi. Et il y a une femme qui s'appelle Rosalie Bertell, qui est une immense chercheuse, c'est elle qui était en charge de l'enquête sur Tchernobyl, sur la tragédie de Bhopal, etc., qui était la conseillère aussi de Carter, et elle dit vraiment, elle a écrit plusieurs bouquins dont elle explique comment ce sont les militaires qui ont détérioré le climat et la couche d'ozone. Et franchement, pour moi, ça fait aucun doute, quoi. Quand on voit, il n'y a aucune comparaison entre notre pollution à nous et celle-là, quoi. L'autre truc sympa avec HAARP, c'est que HAARP est capable d'influencer le comportement humain. Et d'ailleurs, il paraît qu'ils s'en sont servis en Irak, etc., où il y avait, par exemple, des soldats qui se rendaient tout d'un coup sans combattre. On ne savait pas pourquoi. C'est parce qu'apparemment, c'est Nick Begich qui a fait une enquête. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Angels Don't Play This Harp. Les anges ne jouent pas de cette harpe, où il explique vraiment toutes les possibilités de harpe et comment ils s'en servent. Il y a aussi un monsieur qui s'appelle Barry Trower, qui est un ancien spécialiste des radars dans l'armée anglaise et qui après il a été pendant 11 ans à la CIA, où son boulot c'était de débriefer les savants qui chopaient à l'étranger ou les espions pour savoir quel était le niveau pour les débriefer, quoi, pour savoir où en était le niveau des connaissances à l'époque. Et lui explique comment ils savent que les micro-ondes, par exemple, sont extrêmement dangereux depuis je ne sais pas combien d'années, puisqu'au départ, c'était couplé à la technologie des radars. Et ils ont arrêté parce que justement, il y avait trop de dégâts parmi les gens qui travaillaient sur les radars. Donc, et après, il explique comment ils s'en sont rendus compte, c'est-à-dire qu'il y avait une ambassade américaine, je ne sais pas si c'est en Russie ou en Serbie, un truc comme ça, en Russie. Et en fait, tous les gens qui travaillaient à l'ambassade développaient des leucémies. Et donc, ils ont changé le personnel qui a encore développé des leucémies. Et donc, mais quand ils se sont rendus compte que ça venait de ça, ils n'ont pas arrêté le truc. Et au contraire, ils ont continué l'expérience sans rien dire à leurs concitoyens pour voir les effets que ça allait faire. C'est comme ça qu'ils ont développé la façon de savoir quel était l'impact des ondes. À ce propos précis, je me permettrai d'intervenir pour vous dire que l'exposition aux micro-ondes à usage militaire à très haute fréquence a aussi un phénomène dégénératif qui est connu sur les cellules humaines. Tous les militaires exposés en post-opérationnel, le personnel homme avait des protections de leurs organes sexuels, car génétiquement, il n'avait plus que des filles. Eh oui. Donc voilà, Barry Trower explique aussi comment, c'est-à-dire aussi comment ils peuvent suivre par exemple une manifestation ou influer sur une manifestation d'1 million de personnes, et d'un autre côté suivre une seule personne ou un seul organe d'une personne, parce que chaque être humain a une fréquence qui lui est propre, comme les empreintes digitales, comme l'ADN. Je veux dire, ils sont capables de spécifiquement cibler quelqu'un. Ils peuvent aussi, je veux dire, il y a aussi les implants, il y a plein de trucs qui se passent en ce moment. Barry Trower dit aussi qu'il part en guerre contre le Wi-Fi. Il dit quiconque installe le Wi-Fi dans une école devrait être enfermé à vie. Ils ne sont pas dignes de fouler le sol de cette planète. Il dit que le Wi-Fi c'est la thalidomide du siècle.
D'ailleurs, il y a une enquête du New York Times que vous avez dû voir, qui n'est pas spécialement un journal conspirationniste, c'est une journaliste qui est allée enquêter chez tous les patrons de Silicon Valley, Steve Jobs, etc., pour leur demander comment, si leurs enfants, Steve Jobs, elle lui a dit, mais votre fils doit être super content avec le nouvel iPad. Il a dit, mais il n'a pas d'iPad, il n'en aura pas, quoi. Et il a expliqué pourquoi. Et il a dit, ils disent, ouais, mais nous, on sait ce que ça fait. Donc, leurs gosses vont à l'école où il n'y a pas de Wi-Fi, où ils ont des tableaux avec la craie et des bouquins. Et il disait, il a tous les bouquins qu'il veut, mais Wi-Fi, non. Et faut croire qu'ils savent des choses qu'ils nous disent pas. Hein. Donc, effectivement, Barry Trower, qui est un spécialiste, dit qu'un enfant qui a 2 minutes un portable à l'oreille, ses ondes cérébrales mettent 2 heures à redevenir normales. Il explique aussi comment une femme, par exemple, qui est enceinte et qui joue avec une tablette plusieurs heures, irradie, si elle est enceinte d'un bébé femelle, ça irradie les 400 000 ovocytes. Déjà, les 100 premiers jours de la grossesse, c'est le moment où se forment les ovocytes. Il dit que ça irradie complètement le capital génétique du bébé femelle. C'est-à-dire que lui, il dit que dans 3 générations, si ça continue comme ça et si les femmes font pas attention, ben ça va être l'extinction des femmes, quoi, de la race. Il y a aussi les antennes relais, plein de trucs que vous connaissez, effectivement. Il y a aussi les compteurs Linky. Les compteurs Linky, c'est le moment de nous réveiller parce que... Donc voilà, j'ai trouvé une petite vidéo qui résume vachement bien tout ce qu'il y a à dire sur Linky. Est-ce que vous voyez ou il faut que je me mette sous la table? Ah merde, pardon. Mais pourquoi? Pourquoi refuser le compteur Linky que RDF, Électricité, Réseau de France veut nous imposer à partir de cet été? Pour 3 raisons principales. 1. Les doigts dans la prise. Les compteurs Linky émettent 24 heures sur 24 des ondes semblables à celles de la téléphonie mobile, c'est-à-dire reconnues cancérigènes par l'OMS et à l'origine de multiples pathologies dont l'électrosensibilité. Ils les transmettent par les câbles électriques dans toute la maison. C'est la technologie du CPL, courant porteur en ligne. Donc, chaque pièce, salon, chambre à coucher, cuisine, sera désormais polluée par un champ électromagnétique continu. Et dès qu'on activera un appareil électrique, il deviendra lui-même à son tour émetteur d'ondes nocives. Plus on branchera d'appareils, plus on mettra les doigts dans la prise. 2. La main au portefeuille. Le prix des compteurs Linky, 2 à 300 euros, sera facturé aux abonnés d'une façon ou d'une autre. Quant à notre consommation électrique, Linky l'estimera de 10 à 20% supérieure à celle que mesurent nos compteurs actuels. Car Linky mesure l'énergie apparente. Tant pis pour nous. 3. Un œil dans la maison. Le but avoué de Linky, c'est d'ajuster au plus près nos factures à notre consommation électrique en la mesurant très finement. Le problème, c'est que RDF se donnera alors un droit de regard sur notre utilisation de l'électricité. Le RDF saura exactement quand, comment et avec quels appareils nous consommons du courant. En plus, le RDF se réservera le droit de couper notre ligne pendant quelques minutes sans nous en avertir en cas de surconsommation pour alléger les réseaux électriques nationaux. Et cette économie d'énergie qu'on nous imposera ne profitera qu'à des sociétés privées chargées de cette opération, les opérateurs d'effacement. Bref, tout ça sera très démocratique. D'ailleurs, si le Parlement adopte le projet actuel de la loi de transition énergétique, Linky sera imposé à tous les habitants du territoire français, très démocratiquement. Que faire alors? Allez sur le site www.santépublique-édition.fr pour demander aux députés et sénateurs de refuser Linky et pour signer une pétition à Ségolène Royal, ministre de l'écologie. Mais aussi, informer rapidement vos réseaux de parents et amis en leur transférant cette vidéo. Attention, le vote du Parlement doit se faire avant cet été. Il faut agir en mai. Dites non à Linky, oui à la vie. Bon, j'ai bientôt fini, hein, vous n'allez pas...
Donc en fait, bon, la question qu'on se pose tous, hein, moi comme tout le monde, une fois qu'on sait tout ça, c'est quel est notre avenir là-dedans, quoi. On est obligé de constater que tout ce qu'ils font, c'est pour nous abîmer et qu'ils n'ont pas de bonne intention à notre égard. Ils nous rendent malades, ils nous rendent stériles, je veux dire, ils s'en cachent même pas, quoi. Donc quand on voit, je veux dire, tout quand on ajoute tout entre les vaccins, les OGM, les pesticides, les ondes, je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Donc, je pense quand même que alors ça c'est mon analyse, mais on est pas mal à la partager. Je pense que d'une part ils veulent éradiquer une grande partie de l'humanité, rendre les survivants stériles, et ensuite fabriquer avec le transhumanisme et toute leur recherche, parce que quand on regarde bien, l'argent de la recherche va pas à développer ce qui pourrait soigner les maladies dont on souffre, ça va à ce qui les intéresse eux, quoi. Donc je pense qu'après avoir rendu les gens qui restent stériles, ils veulent fabriquer des esclaves qui leur vont à eux, qui vont être pointus dans les domaines qui les intéressent, dans chaque domaine qui les intéresse, et voilà, quoi. Donc si vous n'êtes pas convaincus qu'ils sont eugénistes, je vais vous passer quelques phrases. John Paul Holdren, qui est le conseiller scientifique d'Obama, dit « Un programme de stérilisation des femmes après leur 2e ou 3e enfant. La capsule pourrait être implantée à la puberté et être amovible avec une permission officielle pour un nombre limité de naissances. » Bon, ça, c'est le gentil. Ted Turner, que tout le monde connaît, fondateur de CNN, une population mondiale totale comprise entre 250 et 300 millions de personnes, soit une baisse de 95% par rapport au niveau actuel, serait idéal. Il a 5 enfants, lui, quand même. Oui, David Brower, qui est le premier directeur du Sierra Club, qui est un think tank aussi. La grossesse devrait être un crime punissable contre la société, à moins que les parents aient une licence du gouvernement. Tous les parents potentiels devraient être tenus d'utiliser des contraceptifs chimiques et des antidotes seraient donnés par le gouvernement aux citoyens choisis pour procréer. Ça, c'est extraordinaire pour des gens de mon âge qui ont grandi, où on nous a dit le planning familial, ouais, c'est génial. Margaret Sanger, fondatrice du planning familial, la chose la plus miséricordieuse qu'une grande famille peut faire pour un de ses enfants est de le tuer. Et la dernière, qui est la meilleure, ça, c'est 2 chercheurs de l'université de Melbourne, dont c'est elle, Francesca Minerva, qui a écrit « Nous croyons que lorsque des situations similaires à celles justifiant l'avortement se produisent après la naissance, on devrait être autorisé à ce que nous appelons l'avortement post-natal. Donc, dire que le meurtre d'un nouveau-né peut être éthiquement acceptable dans les circonstances telles que celles d'un avortement. Ces circonstances comprennent, outre les handicaps, les cas où le nouveau-né a le potentiel d'avoir une vie décente, mais le bien-être de la famille est en danger. » Alors elle, il faut aussi aller voir sa tête, parce qu'elle est extraordinaire. Elle a un sourire éclatant, elle est super jolie, et elle comprend pas pourquoi elle a reçu des menaces de mort, en disant « mais ça aurait jamais dû sortir, c'était un communiqué entre scientifiques, quoi. » Donc voilà, je vais pas vous parler du transhumanisme, etc., quoi, parce que c'est encore un autre sujet, mais c'est évident que effectivement, la recherche va à l'utérus artificiel, à la GPA. C'est pas pour rien qu'on a eu le mariage gay. Au moment où le monde entier est dans la merde la plus totale, la priorité de tous les gouvernements mondiaux, c'était le mariage gay. Il y a bien une raison quand même. Ils avaient d'autres soucis, quoi. Et donc voilà. Alors il y a un monsieur aussi qui est aussi bien que David Keefe pour les épandages, qui s'appelle Kurt Svell, qui vient d'être recruté par Google. Et Google, c'est en fait... Google vient de racheter ces dernières années toutes les sociétés qui font des recherches sur le transhumanisme et toutes les sociétés qui font de la manipulation génétique. Et ils viennent d'engager Kurzweil. Allez le voir aussi, il a une bonne tête de malade. Et lui, il est intimement convaincu, parce que des fois on me dit, mais oui, mais eux, ça va être pareil pour eux, puisque... Oui, mais lui, il est parfaitement convaincu que l'humanité, enfin, la création, c'est de la merde, et que l'avenir de l'humanité, c'est le transhumanisme. C'est-à-dire qu'il y aura évidemment, c'est pas à lui qui va se l'appliquer, hein. Mais quand il y aura des gens qui vont être nés d'un utérus artificiel dans
une boîte sur un rayonnage et qui vont rester 18 heures par jour branchés avec un computer qui va télécharger leur cerveau et qui vont télécharger le computer, je vois pas ce qui va leur rester d'humain. D'ailleurs, et d'ailleurs, il y a des écrits. J'ai retrouvé des documents de la NASA où, à partir de 2025, il y en a un où ils mettent toute l'origine de l'évolution de l'humanité. Et le tableau, il y a d'abord l'humanité qui vit de la cueillette, ensuite qui vit de l'agriculture sédentaire, ensuite qui vit de l'industrie, l'industrialisation. Là, on est dans nano et biotechnologie, et à partir de 2025, il y a marqué virtuel post-humain. Et il y a aussi un autre document de la NASA qui est intéressant où il se demande, c'est un document interne entre la NASA, la NSA, etc., où il se demande comment il faudrait réformer la Constitution américaine pour que les post-humains qui sont pas totalement humains mais qui sont encore humains, quels droits il fallait leur donner, quoi. Donc, on n'est pas dans un rêve, on est vraiment dans... Donc on en arrive vraiment à ce que disait Huxley. Il me semble parfaitement plausible qu'il y ait dans 1 ou 2 générations un moyen pharmacologique pour que les gens aiment leur servitude, produisant ainsi une sorte de camp de concentration pour des sociétés entières, afin que les gens privés de liberté aiment ça, parce qu'ils auront perdu tout désir de se révolter grâce à la propagande, le lavage de cerveau provoqué par des méthodes pharmacologiques. Je pense qu'on y est, hein. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est pas une fatalité. Je veux dire que c'est le monde qu'ils veulent pour nous, mais c'est pas forcément celui qu'on veut. Et peut-être que ce serait le moment de leur dire qu'on n'est pas d'accord, quoi. Parce que dans quelques temps, je pense que ça va être trop tard. Quand on voit le taux d'autisme qui grimpe, je veux dire, il y a quelques années, c'était 1 enfant sur 1000. Maintenant, c'est 1 sur 57 pour les garçons aux États-Unis. C'est énorme. C'est-à-dire que si on continue comme ça, évidemment que les gens pourront pas se rebeller, puisque déjà on a du mal maintenant, mais entre ce qu'on prend sur la tête, sur toutes les pollutions, le taux d'autisme, etc., si on bouge pas maintenant, je pense qu'on est les générations charnières qui devront vraiment bouger notre cul, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. D'autant que, je trouve ça assez... pendant qu'on nous exhorte hypocritement à aller commémorer les génocides anciens et j'allais dire est varié, mais non, pas varié, en fait. Là, je veux dire, il y a un génocide total de la race humaine, et alors ça n'intéresse personne, quoi. Donc voilà, il y a une phrase que j'aime bien de John Lennon depuis des années qui disait à l'époque, pas du tout sur le sujet, qui disait si tous les gens demandaient la paix au lieu de demander un écran plat, on aurait la paix. Je pense que c'est vraiment le moment de nous réveiller et d'aller demander ce qu'on veut, quoi. Parce que Zbigniew, c'est encore une phrase de Zbigniew, mais je vous ai assez plombé, quoi. Orwell disait un peuple qui élit des politiques corrompus n'est pas victime, il est complice. Moi, je suis entièrement d'accord. Et aussi, comment il s'appelle, Gandhi disait que il y avait un moment où le silence c'était la lâcheté. Je crois qu'on y est, quoi. On me dit souvent quel courage vous avez. Je vous garantis que je n'ai aucun courage, sauf que je peux pas supporter qu'on nous fasse ça. Voilà. Pierre Sévrac. Merci beaucoup.